Vous êtes hypnothérapeute, c'est la troisième fois que vous venez à l'émission. Mon dernier invité, c'était le docteur Jean-Jacques Charbonnier et nous avons parlé de la Ah, très bien. transcommunication euh, hypnotique et avec vous, nous allons rester dans le domaine de l'hypnose. D'accord. Et je tiens aussi à dire que on va parler aussi beaucoup de Carl Gustav Jung aujourd'hui parce que vous êtes un lecteur de Carl Gustav Jung. Vous en savez sans doute plus que moi, puisque moi, je commence à peine à découvrir son œuvre. Et vous allez aussi nous parler d'une nouvelle technique qui a été développée. Mais j'en dirai pas plus. Je vous laisse la parole, M. Verdeau. D'accord. Oui, bah c'est très très bien parce que le docteur Charbonnier était bien sûr, on le sait, anesthésiste et il a été vraiment frappé par ce qu'on appelle les expériences de mort imminente en fait, dans le sens où la mort clinique, la définition, bien sûr, l'électroencéphalogramme est plat, l'électromyogramme est plat aussi, et donc on déclare la personne morte. Et il s'est avéré que beaucoup de personnes relatent, alors qu'ils sont scientifiquement morts, on peut dire, relatent avoir vu la table d'opération, avoir entendu les médecins ou le chirurgien, etc. Et en fait, ce phénomène assez extraordinaire, je dois dire, parce que l'électroencéphalogramme est plat, pose la question effectivement fondamentale, est-ce qu'il y a une conscience extraneuronale et donc j'ai assisté aussi à une séance faite par le docteur Charbonnier à Bayonne, au Pays Basque, et c'était, je dois dire, assez impressionnant. Mais j'ai une grande admiration pour lui, en définitive, parce que c'est vraiment pas commun qu'un docteur, j'ai envie de vous dire, s'intéresse à ces phénomènes. Alors, ça pose la question, une question incroyable, est-ce qu'il y a une conscience extraneuronale? Étant donné que l'électroencéphalogramme est plat, bien sûr. On sait que dans des états, on pourrait dire presque normaux, il y a beaucoup de production en dehors de toute conscience, production de langage en dehors de toute conscience. Donc, par exemple, nous avons la somniloquie, qui est le fait de parler en dormant, sans aucune conscience de ce que l'on fait. Il y a aussi le somnambulisme dissociatif, où là, on se réveille, enfin, une partie de nous se réveille et dialogue avec des personnes. Vous allez recoucher le somnambule, il n'en a aucun souvenir. Et bien sûr, nous avons l'hypnose que pratique le docteur Charbonnier pour aller à la rencontre de nos défunts, osons dire le mot. Et donc, un autre état est l'hypnose. Le rêve lucide aussi, on arrive à dialoguer avec différents personnages. Donc, les déportations aussi, qui sont un peu des sorties de corps qui sont un peu différentes des expériences de mort imminente, et aussi le dialogue intérieur, et surtout, on en reparlera, l'imagination active de Carl Gustav Jung, qui est en fait lui aussi de dialoguer avec nos personnages intérieurs. Et c'est une grande avancée, et je trouve surtout fantastique cette ouverture du monde médical qui accepte que le docteur Charbonnier fasse ce genre d'expérience. Ça aurait été à peut-être 20, 30 années en arrière, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas passé devant le Conseil de l'ordre des médecins, quoi. Pardon. Ben, c'est d'ailleurs, il le disait lui-même, il a été, le Conseil des médecins lui a demandé de passer un test pour savoir s'il était sain d'esprit. Oui, tout à fait. Il y a eu une fermeture incroyable fin 19e, 20e siècle parce que le grand courant, en fait, qui existe toujours de la psychiatrie, c'était que le cerveau, c'était un courant organiciste, donc je veux dire, où toutes les maladies nerveuses, tous les troubles mentaux, pour eux, avaient une cause purement organique.
parce que la notion de l'inconscient fin 19e, début 20e n'était absolument pas admise. Et c'est là, je dois dire, puisque l'on parle d'hypnose, qu'il y a 2 psychiatres mondialement reconnus qui ont eu des problèmes avec leur conseil de l'ordre, etc., notamment Carl Gustav Jung surtout, et qui étaient en désaccord profond avec cette vision organiciste des troubles mentaux, et Milton Erickson, qui, lui aussi, en 1952, est passé devant le Conseil de l'ordre des médecins qui voulait complètement le rayer parce que la plupart de ses confrères, tant Carl Gustav Jung et Milton Erickson, ne comprenaient absolument pas sur quoi ils travaillaient, quoi. On n'étudiait pas les rêves, on avait un dogme qui était de penser que tout se situait au niveau du cerveau, c'était une dégénérescence, une altération, une lésion du cerveau qui entraînait tous ces troubles mentaux. Et ça, c'est vraiment de la part du docteur Charbonnier, si je puis me permettre, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait avancer les lignes, quoi. On commence à considérer que l'inconscient est une chose très importante. Et là, je vous dis, le gros problème, c'est que le cerveau est plat. Et là, ça pose une sacrée question quand même. Et il vous donne, de par son expérience, la certitude que l'on peut dialoguer avec nos défunts. Alors, Carl Gustav Jung, lui, a beaucoup étudié les médiums quand il était au Burgosli en Suisse, et lui a montré la particularité très jeune d'avoir des visions à l'état diurne, etc. Mais surtout avoir une cousine aussi qui était médium, et s'est intéressé, lui, beaucoup à tous les phénomènes de parapsychologie, de pouvoir parler lui aussi avec des défunts. Mais c'est une grande avancée parce que je crois que le docteur Charbonnier travaille avec Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique canadien qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes, qui à l'époque était rejeté. Il était hors de question d'envisager ça dans la formation de médecins maintenant. Alors qu'il y a une grande tendance maintenant en Europe à faire une médecine esprit-corps, quoi. De plus en plus, on s'aperçoit grâce aux neurosciences que la psyché, il y a un tas de phénomènes qu'on n'explique pas, quoi, en fait. Au cours de ma présentation, je vais passer en revue plein de nouvelles évidences dans différents domaines scientifiques, pas juste au niveau des neurosciences, mais dans la psychologie, dans le domaine de la recherche sur les soi-disant phénomènes psy, par exemple, les expériences spirituelles, la psychologie transpersonnelle, etc. Et un peu de physique quantique aussi, au niveau de l'effet de l'observateur. Toutes des évidences qui montrent que l'ancienne vision dominante au niveau scientifique, qu'on appelait le matérialisme scientifique, c'est une vision du monde qui est incomplète et erronée. Et elle nous amène à, moi, ce que je propose, un nouveau paradigme qu'on appelle post-matérialiste. Donc, je vais présenter toutes les évidences qui supportent ça. Puis, je vais présenter aussi de quelle façon ça transforme nos vies. Pourquoi c'est important de réaliser tout ça. Comment ça change nos vies dans le quotidien. Quelles sont les implications pour la civilisation humaine aussi, pour l'avenir de l'humanité. Christian Verdeau, je sais que vous avez une copie dans votre bureau du livre rouge de Carl Gustav Jung. Oui. Est-ce que vous pourriez nous le montrer, si possible, et nous expliquer le contexte dans lequel le livre a été écrit? Oui, c'est un livre, bon, bah, bien sûr, qui est là. Je vous le présente, vous le voyez bien. Pouvez-vous le lever un petit peu? Oui, bien sûr. Ah oui, il est très beau. Et c'est vraiment, le livre rouge est une... Déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que ces découvertes, Carl Gustav Jung les fait au début du XXe siècle, quoi. Il a déjà des visions en 1913, 1914, des véritables visions, notamment une qui est très célèbre. Il était dans un train en 1913 et il a vu la mer, une mer rouge remplie de cadavres, etc., s'arrêter au port de la Suisse, mais recouvrir toute l'Europe. Et nous sommes en 1913, la guerre de 14-18 n'était pas encore déclarée. Et lui s'intéressait beaucoup à des
des psychotiques, des gens psychotiques, quoi. Et surtout, cette vision l'a atterré. Et quand la guerre de 14-18 s'est déclenchée, il a été presque, j'ai envie de dire, soulagé, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une couche très profonde dans l'inconscient, qui était l'inconscient collectif, qu'il a découvert avec des concepts comme les archétypes, comme cette notion essentielle du transfert chez lui, etc. Et le livre rouge est donc une véritable, on peut dire, odyssée au plus profond de l'inconscient, et donc une confrontation avec des personnages qu'il a rencontrés dans ses visions et dans cette odyssée, cette exploration incroyable de couches très profondes de l'inconscient qui concernent l'humanité. Et donc, il rencontre en 1913-1914 des personnages, mais qui sont aussi réels que vous, comme moi, quoi. C'est-à-dire que à l'intérieur de lui-même, il va commencer à discuter avec des personnages. Élie, par exemple, il y a Élie et Salomé. Il y a aussi un diable vêtu de rouge. Il y a un serpent, un ermite, un bibliothécaire et ce fameux sage qui est Philémon. Et ces personnes, il a des dialogues avec eux, j'ai presque envie de dire, qui touchent vraiment quelque chose, un archétype, l'archétype des archétypes, qui concerne toutes ces voies religieuses découvertes au sein de l'inconscient. Quand il dit religère, ça veut dire pour lui qu'on est relié. Dès que Homo sapiens est apparu, le néolithique, toutes ces choses, les gens ont eu la certitude d'être reliés à des puissances invisibles qui pouvaient être à la fois bienfaitrices et destructrices, mais envers lesquelles on devait avoir une attitude presque religieuse. Donc, il va naître un tas de rituels, on va commencer à enterrer nos morts, et dans toutes ces voies religieuses, il y en a plus de 1000, que ce soit l'animisme, le totémisme, le chamanisme, c'est toujours se font. Et il y a toujours eu des intermédiaires entre le commun des mortels et ces puissances invisibles. Donc ça peut être le chaman, ça peut être les gourous, ça peut être des prophètes, ça peut être beaucoup de choses comme ça qui vont être des intermédiaires avec les dieux. Et donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'inconscient collectif découvert par Jung et qui figure dans ce livre rouge et qui est, mais je veux dire par là que c'est Carl Gustav Jung, il y a des personnes qui, il fait partie de tous ces gens qui ont exploré l'inconscient, notre inconscient, hein. Et je crois que la psychologie analytique jungienne fait un parallèle assez intéressant avec tout ce qu'on appelle les voies religieuses. Oui, oui, tout à fait. Surtout orientales. Comment? Surtout les religions orientales. Exact, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, et il retrouve des parallèles incroyables lorsqu'il fait ses différents voyages. Il est toujours très, très intéressé par cet inconscient qui est à l'origine de tous les grands mythes, de toute notre créativité, qui crée ces personnages. Ces personnages intérieurs nous habitent et il va développer une méthode qui est l'imagination active. L'imagination active, c'est vraiment une méthode très particulière qu'il enseignait à tous ces analystes, toutes les personnes qui travaillaient. Et le travail avec le docteur Charbonnier, rejoint parfaitement Jung. J'ai eu le plaisir de dialoguer avec le docteur Charbonnier en lui demandant, mais est-ce qu'il connaissait l'œuvre de Jung? Parce qu'en France, on est très attaché à Freud et à Lacan. Et c'est vrai que Carl Gustav Jung n'est pas enseigné, par exemple, dans les écoles de psychologie. Et parce qu'il y avait une similitude avec les travaux de Jung assez extraordinaire. Et aussi de Milton Erickson, parce que faut bien comprendre que Milton Erickson, il dialogue avec nos personnages intérieurs en
en hypnose. Hein. Il est persuadé que ces personnages vont lui répondre, le comprennent parfaitement et peuvent modifier les croyances qu'ils ont, quoi. Ce sont des gens qui sont les premiers à marcher, comme le disait Freud à Jung. Vous êtes jeune, je suis le premier à avoir mis les pieds sur un nouveau continent, et vous, plus ou moins les jeunes, vous allez l'explorer. Et Jung a vraiment exploré, révolutionné beaucoup de choses, et beaucoup de thérapies s'inspirent de lui, quoi. D'ailleurs, ça a été le principal schisme entre Freud et Carl Gustav Jung, parce que Carl Gustav oui, Jung tout à fait. explorer des voies que Freud s'interdisait. Oui, tout à fait, mais on le comprend, hein, parce que j'ai un grand respect pour l'œuvre de Freud, et ne serait-ce parce qu'il est à l'origine de cette notion de transfert, que chaque être humain transfère énormément d'informations, même d'une façon subliminale. Et quelque part, je peux comprendre Freud, parce que dire à l'époque que toutes les voies religieuses avaient une source inconsciente, ça allait à l'encontre de toutes les croyances de l'époque. Et au début du XXe siècle, d'ailleurs, Carl Gustav Jung a fait une conférence à Londres, à la Société de recherche psychique, où un tas de gens, savants, etc., personnages célèbres, étudiaient tous ces phénomènes paranormaux. Ce que j'ai presque envie de dire que le docteur Charbonnier aurait très bien pu être dans cette société de recherche. Et Carl Gustav Jung a fait un discours incroyable en disant que la croyance universelle en des esprits était une projection inconsciente de nos propres esprits, de nos propres personnages intérieurs. Et c'était vraiment révolutionnaire. Et c'est vrai que dès que j'ai su que le docteur Charbonnier venait dans ma région, j'ai fait cette séance et je l'ai remercié pour cette ouverture qu'il a et pour le courage qu'il a eu. Hein. À la suite d'une crise cardiaque, il a fait une expérience de mort imminente, effectivement, et il rejoint les travaux du docteur Charbonnier, où il a voyagé au-dessus de la Terre. Il était très, très marqué par cette expérience. C'est d'ailleurs, ce sont des expériences qui vous bouleversent, qui vous marquent terriblement. Et il fait état de tous ces personnages qu'il rencontre et avec lesquels il discute, quoi. Et le livre rouge, c'est en fait là une discussion avec tous ces personnages qui lui enseignent énormément de choses. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, au-delà de notre conscience, il y a tout un monde que des personnes commencent à découvrir selon différentes voies. Le docteur Charbonnier est une voie, mais je pense en toute honnêteté qu'au niveau des psychiatres, Carl Gustav Jung a été celui qui a exploré au plus profond de chaque être humain l'inconscient collectif, qui s'est confronté à lui. C'est tout un travail d'une vie. Je compare ça aux premières personnes qui ont, par exemple, fait le tour du monde à la voile en solitaire, ou les premières personnes qui ont à l'époque été en haut de l'Everest, sans moyens et tout. C'est vraiment un génie, oui, un génie, je peux dire ça, oui, oui, tout à fait. Christian Verdeau, il existe une technique pour aider à hypnotique. Est-ce que c'est hypnotique pour aider les schizophrènes qui ont des projections mentales, si je puis dire, qui les dénigrent et les rabaissent constamment, notre voix intérieure négative? Et vous dites que cette technique-là hypnotique ne se limiterait pas seulement à la schizophrénie. Exact, tout à fait. Parce que, comment vous dire, je suis comme d'une façon beaucoup plus modeste. Hein. Je veux dire par là que je pratique l'imagination active dans sa forme verbale, qui est tout simplement de discuter avec mon critique intérieur,
qui est toujours plus ou moins en train, si vous voulez, d'avoir des attitudes, des jugements vraiment que tout le monde a d'ailleurs. Bon, l'accès, le problème, c'est que dans la schizophrénie, c'est très très particulier la schizophrénie, parce que cette technique que le docteur, j'ai plus le nom en tête, pardon, mais il a créé une technique, la thérapie par avatar, qui est une très très belle thérapie. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle peut s'étendre effectivement à nos critiques intérieures, ces personnages intérieurs qui plus ou moins nous rabaissent, nous diminuent, mais aussi il y a bien sûr la compensation, il y a des personnages intérieurs heureusement très très positifs. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être schizophrène pour être persécuté par son ego, là. Ah bah non, 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 ça n'a rien à voir. La schizophrénie, c'est vraiment, il y a un déséquilibre énorme entre le conscient et l'inconscient, et que les archétypes ont une énergie et un tel pouvoir qu'elles submergent en permanence la conscience. La conscience qui ne peut pas s'opposer et qui est véritable face à une énergie, un véritable tsunami qui est à même de même détruire, de fragmenter, de posséder complètement la conscience. Et ces personnes, c'est terrible parce que elles ne peuvent pas, vu l'énergie déployée, s'y opposer. Donc je pense qu'il y a une cause organique, certainement. La grande différence avec la thérapie du dialogue intérieur et l'imagination active, c'est que comme Jung, on conserve, si vous voulez, notre moi, notre ego n'est pas fracturé, n'est pas submergé, dans le sens où même on a des accès à un moment d'être complètement submergé, mais je veux dire qu'à un moment donné, on retrouve une liberté au niveau de la conscience pour aller s'opposer et dialoguer. Alors, par exemple, tout le monde a un critique intérieur qui va vous dire tu ne vaux rien, tu n'es pas à la hauteur, tu es vraiment un imbécile, ta vie est un échec, tu es sans valeur. Mais la grosse erreur, c'est que les gens disent je ne vaux rien, je suis à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, je suis vraiment un imbécile. Si je rate cet examen, je suis vraiment nul, sans se rendre compte que toutes ces idées naissent d'un complexe inconscient que j'appelle le critique, ou que j'appelle, moi, je n'ai pas peur de le dire, mon diable à l'intérieur. Et bien souvent, l'imagination active, ça va être de le laisser s'exprimer et après lui donner un point de vue complètement différent. Si par exemple, on prend l'exemple « je ne vaux rien », vous l'écoutez, tu dis, et vous pouvez lui répondre « attends, je vaux rien, j'ai quand même réalisé dans ma vie des choses positives, etc. » ma vie est si votre diable intérieur vous dit « ma vie est un échec », vous pouvez lui répondre, vous pouvez... c'est ce que fait Jung dans le livre rouge. Moi, je trouve ça naturel parce que, oui, parce que toute ma formation vient de Carl Gustav Jung. Oui, oui, tout à fait. Pour poursuivre encore une fois sur Carl Gustav Jung, M. Christian Verdeau, il a écrit un livre qui s'appelle Flying Saucers, ou les soucoupes volantes, oui, tout à fait. moderne. Parce que là, présentement, bon, certaines personnes comme moi vont vous dire qu'on est submergé de UFO en ce moment. On capte des UFO partout à travers le monde. Et Carl Gustav Jung est arrivé vers la fin de sa vie dans ce phénomène-là qui commençait à émerger et il en a pondu une théorie quand même intéressante. Tout à fait. Mais Pierre, c'est très important de bien comprendre que pour lui, l'inconscient collectif est à la base de tous les mythes, de toutes les croyances et de toutes les voies religieuses qui, là, on est au niveau de l'inconscient collectif. Maintenant, je vous demande de bien comprendre, je n'ai pas étudié ça particulièrement, mais imaginons qu'on se trouve, au début, au néolithique, 7000 ans avant l'ère chrétienne, où tous les gens, toutes les personnes attachaient une grande importance à tous ces phénomènes, que ce soit. Et imaginons que
par exemple, ils voyaient des lumières dans le ciel. À cette époque, ils n'avaient pas la connaissance que l'on a. Ils auraient créé une nouvelle croyance, un nouveau mythe, en disant que peut-être c'était des esprits, des fées, oui, toutes ces choses. Et il va se créer un véritable mythe. Les gens vont scruter le ciel et attribuer à ces lumières un sens de leur époque. Et il va se créer un nouveau mythe, en fait. Vous voyez, pour ça, il y avait un mythe magnifique quand Jung était au début du XXe siècle chez les Indiens Pueblo. Eux, ils avaient une projection sur le soleil. Le soleil était, ils se levaient tous les matins, et ils allaient sur le toit de leur maison précaire. Et quand le soleil se levait, et après il redescendait. Et Jung, très très impressionné, leur dit mais quand même qu'est-ce que vous faites? Et ces gens avaient une fabuleuse croyance, ils étaient les fils du soleil, vous voyez, et qu'ils aidaient le soleil à se lever. S'il ne faisait pas, le soleil allait ne pas se lever. Donc on en revient à ces... Avec notre connaissance, on a été sur la Lune, etc. Et en toute sincérité, maintenant, on a une grande connaissance, par exemple, de toutes les galaxies. Nous, on vit dans une galaxie, mais il semblerait qu'il y ait plein de galaxies avec des 100 milliards d'étoiles. Et toutes les probabilités font penser, parce que c'est dans notre culture et qu'on a vu aller sur la Lune, on a vu des satellites, on a vu un tas de choses comme ça, on a la certitude maintenant, ou du moins cette certitude repose sur des probabilités qu'il y ait des extraterrestres. Alors, on n'a jamais encore vu vraiment de soucoupe volante, enfin peut-être il y a des secrets, je ne sais pas, mais vous voyez, donc il se crée un nouveau mythe, qu'il y a d'autres planètes et qu'il y a d'autres personnes qui vivent, humains ou pas humains, et parce que il appelle ça un nouveau mythe moderne. Tous les gens vont donner une croyance à ces phénomènes et ça va se répandre parce que, donc c'est pour ça qu'il avait, je pense, fait ce livre en disant un nouveau mythe moderne. Mais ce mythe existait certainement au néolithique, peu importe, avec des gens qui ne comprenaient pas, ils ont créé, leur inconscient a créé tout un système de mythologie, de rituels, et certainement ils ont mis en place des rituels quand ils voyaient des étoiles filantes ou des lumières qui se déplaçaient. Pour eux, c'était soit des esprits, soit des... Il y avait toujours tout ce côté mythéologique, si vous voulez, et qui est à la base de l'inconscient. L'inconscient crée du sens, il crée du sens et des explications, quoi. C'est son côté, on le voit très bien, notre interprète inconscient avec les travaux fabuleux qui ont été faits par Michael Casaniga qui a découvert notre interprète inconscient. C'est-à-dire que, bon, sans rentrer dans les histoires, il y a eu des opérations où pour des gens qui avaient des crises d'épilepsie très graves, ils ont coupé le corps calleux qui tient ces deux hémisphères et qui communique énormément. Et donc, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'il y avait un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui ne communiquaient plus. Et là, il s'est aperçu que l'hémisphère gauche, bon, il y a un tas d'expériences très longues à les décrire, mais que bien souvent, l'hémisphère gauche racontait des histoires sur des choses qu'avait vu l'hémisphère droit, mais que lui ne savait pas. Et il fabulait complètement, il interprétait un tas d'événements en dehors de toute réalité. Et Michael Casaniga, j'aime beaucoup ses travaux parce qu'il montrait que l'hémisphère gauche qui parle, alors que l'hémisphère droit ne parle pas, mais il sait lire, l'hémisphère droit, racontait un tas de choses qui faisaient du sens d'ailleurs, mais qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Et c'était typique, par exemple, par un système, pour vous décrire vite cette expérience, les gens qui ont ce fameux split brain, on appelle les deux hémisphères séparés, ils faisaient en sorte que l'hémisphère droit, donc avec l'œil gauche, il flashait, par exemple, un ordre, levez-vous. Et l'hémisphère gauche ne voyait pas
avec son œil droit cet ordre. Et donc, mais lui qui était doué de la parole, se levait, et quand on lui demandait mais pourquoi vous vous êtes levé, il fabulait complètement, quoi. Il a raconté une histoire, oui, parce que l'hémisphère droit donnait l'ordre de se lever, parce qu'il l'avait vu flasher, levez-vous, je ne sais pas si je suis très clair, mais bon. Mais l'hémisphère gauche ne le savait pas. Et quand les médecins lui demandaient, mais qu'est-ce que vous faites à vous lever? Et l'hémisphère gauche qui a la parole raconte une histoire. Et ça a été vu dans un tas d'expériences. Donc ça en revient au lien de ce nouveau mythe moderne, c'est que l'interprétation, en l'état des l'interprétation de l'inconscient pour tous ces phénomènes, il va créer une histoire, une très belle histoire, qui a peut-être des extraterrestres qui vont venir, peut-être il y a une forme de planète où les gens sont raisonnables, sont une sorte de paradis, si je puis dire. Mais c'est une croyance merveilleuse, ça, je trouve. Mais ça reste une croyance qui a une origine inconsciente, parce que notre inconscient est toujours en train de créer du sens, en fait, à un tas de phénomènes, d'ailleurs. D'ailleurs, en guise de conclusion, l'homme est un mythomane, si je puis dire. C'est un créateur de mythes et il crée des mythes depuis qu'il a la faculté de raisonner. Et même, je dirais que le scepticisme et disons, le rationalisme, qui sont des concepts intellectuels, s'opposent à cet aspect naturel de l'homme. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant, je pense en toute sincérité que, moi, je suis très heureux de m'apercevoir que les neurosciences confirment intégralement les découvertes de Carl Gustav Jung à tous les niveaux. Hein. Ce qui est très important, c'est que tous les gens comprennent que maintenant, d'une façon certaine, notre conscience, notre moi, notre ego vit toujours dans le passé. Ça, c'est une acquisition. Avant, c'est ce que disait Jung, le moi, l'ego est un petit enfant qui vient à peine de naître, et il disait à l'époque, mais l'inconscient, à 99%, commande et dirige le conscient, quoi. Pour lui, l'humanité, encore de nos jours, malheureusement, vit dans un état d'inconscience absolument incroyable. Et ça, c'est une certitude. Là, j'ai le magazine Le Cerveau, ça me fait plaisir, parce que le dernier qui vient de sortir, c'est les pouvoirs de l'inconscient. Et maintenant, on vous dit que tout acte, par exemple, l'exemple est très très simple. On parle là, vous et moi, on échange, mais ça demande du temps. Donc déjà, moi je parle d'une façon fluide parce que quelque part mon inconscient à vos questions me donne toutes les réponses. Sinon, et vous ne percevez ce que je dis, Pierre, qu'au bout de 300 à 400 millisecondes. Et c'est vrai pour tout acte volontaire, pour tout ce qu'on perçoit avec nos cinq sens du monde extérieur, ça demande du temps d'être traité à un niveau inconscient. Et ce traitement fait que l'inconscient arrange un tas de situations qui ne sont pas la réalité, quoi. Et il faut, à partir de ce moment-là où vous avez cette base certaine, et on l'a, parce que moi, en toute sincérité, dialoguer avec une voix, ça n'a pas été une chose naturelle chez moi. Je me rappelle très bien cette expérience où j'ai même été effrayé, sincèrement, en me disant c'est pas possible, c'est pas possible. Tellement j'étais imprégné de cette croyance que entendre des voix ou dialoguer avec des esprits était un symptôme déterminant de schizophrénie. Et donc, bon, j'ai eu cette chance aussi extraordinaire, je dois dire, parce que enfant, j'avais 10-12 ans et je partageais la chambre avec mon frère aîné. Et lui me disait très souvent, mais Christian, mais t'arrêtes pas de parler la nuit, c'est vraiment fatigant. Alors, j'étais très surpris qu'il me dise ça. Et bizarrement, la première synchronicité que j'ai eue, si je puis dire, c'est que mon frère était très très intéressé par tous les magnétophones. Alors donc il a acheté le premier petit magnétophone avec les bandes, etc. Et sans me le dire, il m'a enregistré. Et à 12 ans, il m'a fait écouter ça. J'étais stupéfait. J'avais des dialogues du style « Non, non, je ne veux pas faire ça, je ne suis pas d'accord.
Non, non, absolument pas. Et j'ai eu beaucoup de cauchemars. Et j'ai pris conscience, en fin de compte, qu'il y avait une partie de moi très très jeune avec qui je parlais durant la nuit, quoi. Hein. Et c'était une certitude pour moi. Et, et, et pour en revenir donc à ce phénomène de dialoguer avec des voix, je trouve ça naturel dans le sens où ce n'est pas la conscience qui produit le langage. C'est une opération beaucoup trop complexe et produire de la parole, lire, etc., ça demande en moyenne 300 à 400 millisecondes. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé, ces preuves scientifiques, parce que je me suis dit, mais qui me parle? Qui me parle comme ça? Donc je connaissais déjà les livres de Jung, j'étais très impressionné par son travail, mais entre faire l'expérience et voir Jung parler avec, comme dans le livre rouge, bon, pourquoi pas, vous dites. Mais quand ça vous arrive, c'est complètement différent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis intéressé énormément à toutes les découvertes en neurosciences et la liste des neuroscientifiques qui vous disent maintenant que la conscience ne peut pas être à l'origine du langage et de nos actes volontaires parce qu'ils ont toutes les preuves avec ce qu'on appelle, il y a deux techniques, hein, l'amorçage avec des images subliminales qui sont vues par l'inconscient et qui influencent le conscient, et aussi des potentiels de préparation, c'est-à-dire que n'importe quel acte a une signature neuronale et on arrive à calculer entre l'inconscient qui prépare l'acte et plus tard la conscience qui commence à comprendre qu'elle va poser un acte dans le monde extérieur. Donc bon, il y a Benjamin Libet, mais il y a beaucoup Patrick Agar, John Dylan Hayne, toutes ces choses, tous ces gens qui vous disent la conscience est toujours dans le passé, quoi qu'elle fasse, elle peut pas. Le je n'existe plus. C'est pour ça que très très souvent, moi, je parle en me disant une partie de moi veut que je fasse ça. Ou une partie de moi, mon critique intérieur me dit ça, mais je suis en désaccord avec lui. J'ai toujours cet espace entre ce que fait l'inconscient et je suis toujours un peu dans une attention vigilante, mais les gens ne se rendent pas compte, mais ils sont toujours, comme on dit dans d'autres thérapies, en pilote automatique. Et c'est pour ça qu'il existe des grandes écoles de méditation. Le yoga, enfin, moi je m'en sers pour des fois quand vous avez des émotions destructrices assez fortes, j'ai besoin de pratiquer des séances de yoga pour supporter cette tension. Mais sinon, bon, je pratique beaucoup l'attention, la méditation vipassana, qui est celle de l'attention vigilante. Je suis toujours à l'écoute de ce que va me dire mon inconscient. Mais j'ai un inconscient très très positif aussi. D'ailleurs, bien souvent, j'ai pas la solution consciemment et j'attends un tas de problèmes et mon inconscient me donne la solution et je le remercie. Quoi. Ça devient des compagnons de voyage et ça n'a rien à voir avec la schizophrénie parce que je peux être en désaccord profond avec mon critique si par exemple il me dit telle personne elle est comme ci, elle est comme ça, je l'écoute et après je dis mais qu'est-ce que tu en sais quoi, ça n'a pas de sens. Mais il faut faire très attention parce que c'est quand même tout ça, cet inconscient renferme un côté très destructeur. Hein. L'inconscient pour moi est à la base du racisme, de toutes les guerres, de toutes ces idées qu'on se fait. Et là, des fois, Jung a eu à s'en occuper parce qu'il travaillait qu'avec des gens qui étaient en souffrance. Il a un côté démoniaque. Et je pense que beaucoup de gens devraient commencer à réaliser qu'à l'intérieur d'eux, sans projeter sur les autres, mon diable intérieur, je le projette plus sur les autres. Je préfère discuter avec lui s'il a des jugements, des interprétations sur telle chose, sur ce qu'on dit. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'attends ce qu'il va me dire pour émettre un point de vue plus éclairé, différent, quoi. Et je pense que l'humanité encore, malheureusement, on voit tout ce qui se passe, toutes ces guerres, que l'humanité vit dans un état d'inconscience incroyable au regard de ce qui va se passer, le réchauffement climatique, que je me dis que c'est pas possible. Il y a encore des gens qui pensent se faire une guerre, l'Inde, le Pakistan, que tout le monde a l'arme atomique maintenant.
très sincèrement, des gens comme Milton Erickson, Carl Gustav Jung étaient effrayés par ça, parce que, lui disait, le plus grand danger maintenant, ce sont ce qu'on appelle des épidémies psychiques qui peuvent s'emparer de tout un peuple, etc. Et aboutir à des catastrophes comme on a frôlé quand même au XXe siècle avec cette terrible invention qui est l'arme atomique. Et je pense que si chaque être humain commence à réfléchir qu'à l'intérieur, il y a tout un monde avec lequel il peut parler et avec lequel il peut s'opposer, le monde va s'améliorer. Ça, c'est une certitude. La pire des souffrances pour Jung, c'est ne pas comprendre. Et l'ignorance, c'est terrible aussi parce que ça permet à beaucoup de gens de vous manipuler plus ou moins, quoi. Christian Verdeau, ce fut un plaisir de vous accueillir une troisième fois et je tiens à dire, c'est la seconde fois qu'on fait l'entrevue parce que la première fois, ça l'a raté. Mais je sais que ce que vous avez dit, ça vaut la peine de, de l'écouter et de le comprendre. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup, oui. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, nous avons clos ce que j'appelle la trilogie Christian Verdeau. Peut-être nous reverrons-nous dans un futur plus ou moins éloigné, cher monsieur, pour un prochain dialogue. Très, très bien, pas de problème, Pierre. Merci beaucoup pour cet entretien. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.